Bonjour à tous et je remercie la FEF de nous permettre de parler de la prise en charge diagnostique et thérapeutique du kyste hydatique. Donc je vais faire cette présentation en binôme avec le professeur Benazouz de Rabat qui nous suit et qui sera en visio. Voici les objectifs pédagogiques. Le kyste hydatique est dû au développement dans le foie de la larve du Taenia Echinococcus granulosus sansulato et sa dénomination actuelle officielle est Echinococcus kystique EK. Alors c'est une cestodose larvaire qui est due au développement dans le foie de la forme larvaire ou métacestode d'Echinococcus granulosus et la progression du métacestode dans le foie est extrêmement lente, ce qui rend compte de la très longue latence clinique. Et vous voyez que ce kyste est parfaitement délimité. Il va donc progresser très lentement dans le foie, mais en refoulant le parenchyme hépatique sans l'envahir, ce qui le rend assez comparable à une tumeur bénigne du foie. Le cycle parasitaire, donc il se déroule habituellement entre des hôtes définitifs qui vont héberger le parasite à l'état adulte dans leur intestin. Ce sont des carnivores et c'est principalement le chien. Et des hôtes intermédiaires qui font la maladie larvaire hépatique, des herbivores, et principalement le mouton. Et donc l'homme intervient dans ce cycle comme un hôte intermédiaire accidentel, c'est une impasse parasitaire, et il peut se contaminer soit au contact de chiens parasités, soit par consommation d'eau ou de végétaux qui ont été souillés par des déjections infestantes. Voici la structure du kyste. Alors, le kyste est formé de deux entités distinctes, au centre l'hydatide et qui est entouré par le périkyste ou couche adventicielle. Alors, cette adventice n'est pas une formation parasitaire, c'est une réaction inflammatoire de l'hôte. Il va se former une coque fibroconjonctive qui, au fil du temps, peut se calcifier. Et donc, à l'intérieur se trouve l'hydatide, c'est le parasite à proprement parler. Donc c'est une sphère remplie de liquide sous pression et qui est délimitée par deux membranes. La membrane la plus externe, c'est la cuticule, ou couche stratifiée, qui est formée de chitines concentriques qui sont sécrétées en permanence par la membrane interne proligère. Et cette cuticule constitue une barrière contre les défenses immunologiques de l'hôte. Et puis, la face interne de la cuticule est tapissée donc, par la membrane proligère ou couche germinale, à partir de laquelle bourgeonnent ces vésicules proligères qui contiennent des protoscolex, qui peuvent se détacher, donnant des vésicules filles qui vont baigner librement dans le liquide. Et donc, souvent, on a au fond du kyste un sédiment, ce qu'on appelle le sable hydatique, où il y a des débris de ces différentes formations parasitaires. Donc, c'est une parasitose cosmopolite et elle sévit à l'état endémique ou hyperendémique dans plusieurs pays d'Amérique latine, le pourtour de la Méditerranée, le nord et l'est de l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, la Chine, qui est un gros foyer pour cette maladie. La prévalence mondiale est estimée entre 2 à 3 millions de cas. Vous voyez qu'actuellement, c'est le Kenya qui a le plus fort taux d'incidence annuelle. Alors en France, on a peu de données. Donc il y a ce travail qui avait été fait à partir du PMSI et qui concluait à une incidence de 100 à 150 nouveaux cas par an. C'était essentiellement des cas d'importation. Depuis quelques années, le CNR Echinococcus au CHU de Besançon est missionné pour constituer un observatoire français de l'EK et où je vous invite à signaler vos cas incidents. Donc le foie est le site préférentiel de développement de ce parasite, 50 à 70% des cas. Et ce kyste siège préférentiellement dans le lobe droit et il est majoritairement, dans la plus grande majorité des cas, il est unique, mais vous voyez qu'il peut être double, voire multiple, dans une proportion plus faible. Alors, une fois que le filtre hépatique est dépassé, le kyste hydatique peut s'installer n'importe où dans l'organisme, avec des fréquences variables. Et le deuxième organe le plus fréquemment atteint est le poumon. Raison pour laquelle, lorsqu'on fait un diagnostic de cas hépatique, il faut systématiquement rechercher une localisation pulmonaire associée. Ensuite vient le péritoine, et c'est souvent associé
à une localisation hépatique. Je vous en ai montré un exemple caricatural ici. Et puis après, on peut avoir des atteintes, donc c'est des fréquences beaucoup plus faibles, hein, dans la rate. Ici un exemple, le rein, le cerveau, l'os. Et ici un exemple de localisation surrénalienne gauche très calcifiée. Alors voici le cas clinique que j'ai choisi. C'est un homme de 70 ans qui est enseignant retraité, qui est né en Espagne, où il a vécu en milieu rural avec des chiens. Mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'il est arrivé en France à l'âge de 10 ans, où ensuite il a toujours vécu en milieu urbain. Et en mai 2017, il est opéré d'une hernie inguinale droite et il va faire un sérome dans les suites, ce qui conduit à la réalisation en juin 2017 d'une tomodensitométrie abdomino-pelvienne. Et voilà, je vous montre ce qu'on va découvrir sur les coupes hautes. Donc on découvre cette lésion à parois calcifiées. Donc on a confirmé par ce scanner le sérome, mais on a aussi découvert une lésion hépatique du segment 5, partiellement calcifiée et qui évoque en premier lieu une échinococose kystique que sur le compte-rendu, le radiologue va classer CE4. Donc vous allez avoir un petit QCM. Je pense que vous pouvez voter. Donc concernant les circonstances de diagnostic de l'ECA, la découverte d'une ECA hépatique est le plus souvent fortuite. Un choc anaphylactique est une complication révélatrice fréquente. Des manifestations d'obstruction biliaire représentent une complication révélatrice fréquente. C'est un choix multiple. Un tableau d'abcès hépatique peut être révélateur d'une ECA. Un syndrome de Budd-Chiari est une complication révélatrice exceptionnelle. Je ne sais pas si on peut voter, là. Ah oui. Bon, je ne sais pas si ça marche. D'accord. Donc, effectivement, là, il y a des petites discordances, puisque le tableau d'abcès hépatique, là, n'a pas été retenu, alors que ça peut être un mode de révélation de l'ECA. On va continuer. Alors, les circonstances de découverte d'une ECA, eh bien, comme dans le cas présenté, en France, la découverte est très souvent fortuite, à l'occasion d'une échographie ou d'un scanner ou d'une intervention qui a été motivée pour une toute autre raison. Et les manifestations cliniques vont apparaître tardivement dans l'évolution. Elles sont liées, soit liées au volume ou au nombre de kystes, à leur topographie dans le foie avec un possible effet de masse au niveau des organes adjacents, donc ça peut être une pesanteur de l'hypocondre droit, une dyspepsie, une sensation de plénitude postprandiale, une hépatomégalie, ou lorsqu'il s'agit d'un kyste qui se développe en avant, une tuméfaction qui déforme la paroi. Par ailleurs, ça peut être des manifestations cliniques qui traduisent une complication. Donc voici ici les complications révélatrices possibles. Rarement, des complications liées à des phénomènes de compression. En fonction de la topographie du kyste, ça peut être au niveau des veines sus-hépatiques, de la veine cave inférieure, des voies biliaires, intra- ou extra-hépatiques, de la veine porte ou de ses branches, ou de structures de voisinage comme le duodénum et l'estomac. Lorsqu'on a un kyste qui se développe à proximité de la cavité péritonéale, il peut se rompre en péritoine libre, et va donner dans un premier temps des manifestations de type immunoallergique, un urticaire, voire un choc anaphylactique, et secondairement une échinococose chronique du péritoine. Un kyste qui a un développement vers le diaphragme peut se rompre dans le péricarde, dans la plèvre, dans le poumon, voire dans une bronche, qui peut donner une vomique hydatique. Enfin, la complication la plus fréquente, c'est la mise en communication du kyste avec les voies biliaires, ce qui peut entraîner une surinfection du kyste et donner un tableau d'abcès hépatique, révélateur de la maladie, et aussi bien sûr des manifestations d'obstruction biliaire, angiocolite, douleur biliaire, ictère cholestatique. Mais cette complication qui est la plus fréquente, en fait, n'est pas toujours symptomatique et parfois elle n'est découverte qu'au moment de l'intervention. La taille du kyste intervient. Il a été montré dans cette étude que lorsque le kyste avait une taille supérieure à 7,5 cm de diamètre, eh bien, la probabilité de fistule biliaire était estimée à 80%. Donc c'est vraiment une complication qu'il faut s'attacher à rechercher soigneusement avant toute décision thérapeutique. Là, je vous ai mis un exemple
Je ne pourrais pas détailler tout, mais c'est un patient d'origine algérienne qui en fait a révélé une ECA du segment 5 par des crises de colique hépatique. Et en fait, le kyste était rompu dans la vésicule biliaire. On voit très bien ici les vésicules phi. Et voici ici la pièce de cholécystectomie à l'ouverture où on voit ces éléments parasitaires avec des membranes. Deuxième QCM, concernant le diagnostic de cas, c'est aussi un choix multiple. La sérologie spécifique est l'examen clé, l'échographie est l'examen clé, la classification échographique de Garbi est la référence actuelle, la classification échographique selon l'OMS est la référence actuelle, l'IRM est plus performante que la tomodensitométrie en cas de difficulté diagnostique. Alors, oui, donc l'échographie est l'examen clé, là c'est pas sorti. Et pour les classifications, donc là aussi, donc vous avez plus voté pour Garbi alors que c'est le contraire, donc c'est intéressant. Et l'IRM, oui, on va le voir, c'est un examen qui peut être très utile et qui est plus performant que la tomodensitométrie dans la majorité des kystes stélatiques pour le diagnostic. Alors le diagnostic de l'ECA, il repose essentiellement sur l'imagerie. L'examen clé, c'est l'échographie. Alors bien sûr, l'anamnèse, très important, surtout si le patient est originaire d'une zone endémique. Et on verra que la sérologie spécifique joue en fait un rôle secondaire parce qu'il y a un gros problème de mauvaise sensibilité. Alors quand ces étapes n'ont pas permis d'aboutir au diagnostic, on va recourir à d'autres examens biologiques, d'imagerie, donc on parlera en particulier de l'IRM, et quelquefois, c'est exceptionnel, mais on peut être amené, quand on n'a pas réussi à faire le diagnostic, à envisager une ponction éco-guidée. Donc, l'échographie, examen clé du diagnostic de l'échinococcose kystique. Alors, pendant longtemps, on a utilisé la classification échographique de Garbi. Elle mérite d'avoir été la première, elle a été largement utilisée, mais actuellement, elle est remplacée par la classification de l'OMS qui a l'avantage de faire une corrélation entre l'aspect ultrasonographique et l'évolutivité du parasite et qui peut donc permettre, dès cette étape, de commencer à envisager la prise en charge thérapeutique. Donc cette classification CE, cystique echinococcus, comporte 5 stades. Les stades CE1 et CE2 correspondent à une ECA active en raison d'une membrane proligère qui est parfaitement accolée à la paroi. Les kystes CE3 sont des kystes dits en transition et les kystes CE4 et CE5 sont des kystes inactifs. Alors le kyste CE1 se présente comme un kyste simple avec un contenu anéchogène où on peut quelquefois repérer de fins échos qui correspondent au sable hydatique. Et ce qui est très important, c'est la mise en évidence d'un aspect de double contour au niveau de la paroi qui est pathognomonique pour le diagnostic de cas. Le kyste CE2, c'est un kyste qui est un contenu multivésiculaire avec des cloisons et qui donne cet aspect en rayon de roue qui est également pathognomonique et donc le kyste est ici rempli de vésicules phi. Le kyste CE3A est caractérisé par un décollement partiel ou complet de la membrane proligère. Cet aspect est également pathognomonique. Et le kyste CE3B est un kyste dont le contenu se solidifie, il y a une matrice solide, mais on y repère encore des vésicules phi. Alors, donc ces kystes CE3 ont été longtemps mis dans la même rubrique de kystes en transition, mais en fait, des travaux récents ont indiqué que les kystes C3B en fait restent des kystes actifs, alors qu'effectivement au sein des kystes CE3A, on a pour moitié des kystes actifs et des kystes inactifs, et donc seuls les kystes CE3A sont des kystes en transition stricto sensu. Le kyste CE4 est un kyste dont le contenu donc, se solidifie. On a cet aspect très caractéristique en pelote de laine. On ne retrouve plus de structure kystique, il n'y a plus de vésicules phi. Et le kyste CE5 est un kyste qui est partiellement ou complètement
calcifiés. À propos des calcifications, c'est important, il y a eu un amendement récent de l'OMS indiquant qu'en fait, les calcifications pariétales, on pouvait les observer en amont du stade CE5 et qu'elles ne devaient pas du tout être assimilées à une inactivité du kyste. Ce qui est vraiment important, c'est l'étude en échographie du contenu du kyste. Et par ailleurs, cette classification de l'OMS classe aussi les kystes en fonction de leur taille, S inférieur à 5 cm, M entre 5 et 10, et L pour des volumineux kystes supérieurs à 10 cm. Alors l'étape suivante, le diagnostic sérologique de l'échinococcus kystique, on va effectivement demander. On dispose de tests sérologiques de première ligne qui, donc s'ils sont positifs, vont ensuite être confirmés par un Western blot. Donc ces tests de première ligne, là il y a un problème, il n'y a pas de standardisation et ils ont une trop mauvaise sensibilité. Et un test négatif n'exclut en aucun cas le diagnostic de cas. Et il ne faut vraiment pas hésiter à demander aux biologistes de compléter, même si les tests de première ligne sont négatifs, par un Western blot, parce que ça peut permettre de récupérer le résultat, si les tests de première ligne étaient négatifs, mais qu'on a des données épidémiologiques et une imagerie qui plaide en faveur d'une EK. Et cette démarche, cette attitude a été validée par la HES. Alors, les examens biologiques non spécifiques, l'éosinophilie sanguine, en fait, elle est habituellement normale. Il peut y avoir des élévations modérées d'environ 10% des cas. Une élévation plus marquée, elle doit faire craindre une fissuration ou une rupture du kyste. Les tests hépatiques sont habituellement normaux et leurs perturbations, soit dans le sens d'une cytolyse ou d'une cholestase, là aussi doivent faire craindre une complication biliaire à type de compression ou de fistulisation. Alors on reprend notre cas clinique, on lui a fait des examens biologiques de base, et il n'y avait pas d'hyperosinophilie, les tests hépatiques étaient normaux, la sérologie spécifique ici était positive, donc il n'y avait pas de problème, et avec une confirmation Western blot, et on a fait l'échographie, puisque je vous rappelle que le diagnostic avait été fait de façon fortuite sur un scanner demandé pour une autre pathologie. Donc voici l'échographie du patient. Et donc on repère effectivement cette lésion du segment 5 qui a été mesurée à 45 mm de plus grand axe. Et donc on voit très bien le dédoublement de la paroi, qui est caractéristique d'une EK. On voit les calcifications avec les cônes d'ombre. Et à l'intérieur, on a un contenu qui est hétérogène avec une composante mixte tissulaire et aussi kystique. Et il y a une zone où il y a un décollement de membrane interne. Donc au final, ce kyste est classé CE3BS, puisqu'il fait moins de 100 cm de l'OMS. C'est donc un kyste transitionnel, mais actif, vu les dernières données dont je vous ai parlé. Et donc, ce n'est pas comme ça avait été jugé sur le scanner, mais on ne fait pas la classification de l'OMS sur un scanner, c'est sur l'échographie. Donc on avait parlé au départ d'un CE4 parce que le radiologue s'était essentiellement basé sur l'aspect calcifié de la paroi. Mais c'est vraiment le contenu du kyste qui fait foi. Alors ensuite, donc après ces étapes, si on n'a pas encore formellement établi le diagnostic, on va recourir à d'autres examens d'imagerie. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut privilégier l'IRM, et en particulier l'étude du contenu du kyste avec les séquences T2 par rapport à la TDM. Cet examen a une très bonne performance pour le diagnostic de cas des stades CE1 à CE4. Et par ailleurs, couplée à une cholangio-IRM, elle va permettre de repérer d'éventuelles complications biliaires. La tonodensitométrie, elle est plus performante que l'IRM uniquement pour les cas de stade CE5, en permettant de visualiser les calcifications pariétales, mais avec le bémol que j'ai évoqué précédemment concernant l'interprétation des calcifications pariétales. Donc c'est une étude que je trouve assez intéressante, donc, qui a comparé les différentes techniques d'imagerie en fonction des stades de l'OMS, des stades échographiques. Et donc vous voyez que pour un stade CE1, l'échographie, elle repère bien l'aspect en double contour qui peut parfois échapper à l'IRM et également au scanner. Pour les stades CE2 et CE3A, qui sont respectivement caractérisés par la présence de vésicules
à l'intérieur du kyste et de décollement de membrane pour le CE3A. L'IRM est performante, et vous voyez en particulier là, sur les séquences T2 qu'elle repère très bien les vésicules phi et ici le décollement membranaire qui peuvent totalement échapper à l'analyse tomodensitométrique. Pour le stade CE3B, c'est un petit peu la même chose. L'IRM permet bien de repérer au sein d'une matrice solide ces vésicules phi, hyper T2, qu'on peut très bien ne pas voir du tout en tomodensitométrie. Pour le stade CE4, qui donne cet aspect en échographie qu'on peut retrouver à l'IRM en pelote de neige, c'est en pelote de laine, pardon, qui est une solidification du kyste, eh bien, le scanner peut totalement méconnaître cet aspect. Et si c'est cet examen qui a été le premier à révéler le kyste, on peut, à tort, penser qu'il s'agit d'un kyste CE1, donc actif, alors qu'en fait, il s'agit d'un kyste inactif CE4. Et pour le stade CE5, là, c'est la tomodensitométrie qui est la plus performante pour repérer les calcifications pariétales qui sont méconnues à l'IRM. Alors voici un exemple intéressant aussi, d'une patiente de 26 ans, française, vivant en région parisienne, qui a présenté des douleurs abdominales assez intenses, et ceci a conduit à des examens morphologiques, ultrasons, tomodensitométrie, qui vont découvrir des kystes hépatiques. Et donc, le premier diagnostic évoqué a été une multikystose. Il était envisagé une intervention. Et fort heureusement, il y a eu une IRM au préalable qui a permis de mettre en évidence dans certains kystes ces décollements membranaires qui étaient pathognomoniques d'une échinococcose kystique. Et le diagnostic sérologique a été réalisé, s'est avéré positif. Et au final, il s'agissait d'une échinococcose kystique multifocale. Pour le cas clinique que j'ai retenu, on a fait aussi une IRM hépatique et on voit très bien donc, sur les séquences T2 ici ce contenu hétérogène du kyste avec en particulier donc, la présence de vésicules phi. Et donc c'était non pas un stade CE4 mais vraiment un stade CE3B. Enfin, le dernier point, c'est la ponction éco-guidée à visée diagnostique. Donc elle ne va être discutée vraiment que dans les très rares situations pour lesquelles les examens d'imagerie et la sérologie n'ont pas permis de conclure. Le risque de réaction anaphylactique a en fait été revu largement à la baisse sur les publications les plus récentes et il est estimé à 1,7%. Mais il est très important d'encadrer le geste par la prise d'albendazole. L'examen va bien sûr permettre de repérer des éléments figurés parasitaires, protoscolex, membrane, crochet, mais il est très important aujourd'hui de penser à réserver une partie du matériel pour un diagnostic moléculaire, et on peut faire une PCR Echinococcus granulosus, notamment au CNR Echinococcus à Besançon, et ça augmente les chances d'aboutir au diagnostic. Diagnostic différentiel de l'ECA. Alors bien sûr, un kyste biliaire qui est une entité fréquente, mais on n'a pas ce dédoublement de la paroi. Plus difficile, ces entités rares que sont les néoplasies kystiques et mucineuses du foie, cystadénome, cystadénocarcinome biliaire. Mais là, alors là, la tomodensitométrie injectée a toute sa place parce qu'elle va permettre de repérer un rehaussement au niveau de la paroi ou d'éventuels nodules muraux, également au niveau des cloisons. Il peut y avoir des calcifications, mais en général, elles sont en position centrale, au niveau des cloisons. Abcès du foie, donc on a des signes généraux, le contenu de la lésion a été hétérogène, mais en vous rappelant une cas fissurée surinfectée peut se démasquer par un tableau d'abcès hépatique. Tumeur hépatique à contingent nécrotique marqué, les métastases hépatiques de tumeurs neuroendocrines, de cystadénome ovarien. Et enfin, c'est rare, mais en France, il faut connaître une forme pseudokystique d'échinococose alvéolaire qui est caractérisée par un très important contingent de nécrose. Alors en général, ce sont des grosses lésions d'échinococose alvéolaire, mais là, le contexte épidémiologique est différent. Et puis surtout, il y a un aspect irrégulier anfractueux de la paroi et également des calcifications qui ne sont absolument pas linéaires, mais qui sont en miettes. Alors dans le syllabus, vous trouverez une illustration notamment pour le cystadénome et pour ces formes pseudokystiques d'échinococose alvéolaire. Le traitement,
Il est très important de discuter de la stratégie thérapeutique en réunion pluridisciplinaire. On n'a pas à l'heure actuelle d'attitude thérapeutique standardisée. Il y a beaucoup d'études publiées, mais elles ont un faible niveau de preuve et les études randomisées, contrôlées, sont peu nombreuses et portent sur des effectifs limités de patients. En 2010, l'OMS a publié des recommandations s'appuyant sur la classification échographique. Les éléments à prendre en compte, bien sûr, les circonstances du diagnostic de l'ECA, fortuit, symptomatique, complications, en particulier fistule biliaire, les caractéristiques du kyste en imagerie, et en particulier son stade échographique OMS, les données patients, l'âge, l'état général, les comorbidités, et, c'est très important, l'intégration possible ou pas dans une filière de suivi régulier sur plusieurs années, ce qui n'est pas toujours évident si le patient, par exemple, est un migrant. Et enfin, les ressources et compétences dont on dispose localement. Voici les différentes options à discuter. Donc, le traitement médicamenteux, c'est l'albendazole, le traitement chirurgical, le traitement percutané, en particulier la PER, le traitement endoscopique pour les complications biliaires et l'attitude de simple surveillance, watch and wait. Le professeur Benazouz parlera dans la suite de mon exposé du traitement percutané et du traitement endoscopique biliaire. L'albendazole, donc, il se prescrit sous la forme d'escazole à délivrance hospitalière, il y a une AMM pour cette indication. C'est un parasitostatique. Il faut l'administrer en continu. Pensez à la contraception s'il s'agit d'une femme en âge de procréer, en raison d'une tératogénicité potentielle. L'albendazole est généralement bien toléré, mais il faut connaître ses effets secondaires, en particulier hépatiques et hématologiques, et mettre en place une surveillance biologique pour cela. Enfin, si on traite au long cours par albendazole, il faut penser à mettre en place un suivi thérapeutique pharmacologique. Les indications du traitement par albendazole, alors c'est très important, l'encadrement d'un traitement chirurgical ou instrumental pour réduire les récidives. Au long cours, ça peut se discuter pour des kystes actifs multiples qui ne sont pas accessibles à une chirurgie ou parce qu'il y a une contre-indication à une intervention. Il y a une place pour le traitement par albendazole pendant 6 à 12 mois pour des kystes CE1 ou CE3A de petite taille pour les conduire à l'inactivation. Alors, il y a une autre situation où on serait tenté de mettre en route de l'albendazole, c'est les kystes CE3B de petite taille, pour essayer de forcer leur passage vers les stades inactifs. Mais en fait, c'est vraiment une question ouverte parce qu'il y a très peu d'études, c'est des études rétrospectives, et on n'a pas assez de données pour valider cela. On ne sait pas quelle durée, est-ce que la réponse va se maintenir après l'arrêt de l'albendazole, et quel est le bénéfice à long terme. Il faut des études prospectives pour préciser cela. La chirurgie, ça demeure le meilleur traitement en cas de forme compliquée. Il faut confier son patient à une équipe rompue à la chirurgie hépatobiliaire et donc ne pas oublier l'encadrement par l'albendazole, la protection bien sûr de la zone opératoire par des champs imbibés de solutions parasiticides. Actuellement, on utilise du sérum salé hypertonique à 20%. Alors, sans entrer dans le détail, il faut, pour les interventions conservatrices, absolument favoriser les gestes de kystectomie totale à kyste non ouvert qui vont emporter la totalité du kyste, c'est-à-dire le parasite, l'idatide et la couche adventicielle, car les interventions de kystectomie subtotale ou partielle qui sont à kyste ouvert vont laisser une coque adventicielle plus ou moins importante qui peut favoriser les récidives et qui peut être source de complications post-opératoires avec des phénomènes de suppuration chronique. Les hépatectomies partielles vont être discutées pour un kyste géant, pour des kystes multiples qui sont localisés tous dans le même lobe, ou si on est en situation de récidive après une ou plusieurs chirurgies antérieures. La dernière option pour ma partie, c'est l'option attentiste Watch and Wait. C'est une indication donc validée pour les kystes inactifs, CE4 et CE5. Une indication qui peut être discutée au cas par cas, mais que ça nécessite absolument de valider par des études prospectives, c'est les kystes CE3B de petite taille. Là, pour l'instant, on ne dispose que d'une étude d'une rétrospective italienne sur une 60aine de patients, avec un suivi médian de 43 mois.
Les kystes simplement observés sont restés stables pendant toute la durée du suivi. Et donc les kystes qui, dans cette étude, avaient été traités par albendazole, eh bien, présentaient un taux d'inactivation significatif sous traitement par rapport à ceux simplement observés. Mais cette inactivation ne se maintenait pas à l'arrêt dans la majorité des cas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour notre patient? On a discuté du dossier en RCP dédié. Et donc, c'était un kyste CE3B transitionnel. Donc, vous avez vu qu'on doit le considérer comme étant encore actif. La découverte était fortuite, il était unique, petit. On avait quand même des arguments pour penser que la contamination était très ancienne. On était sûr que ce patient allait entrer dans une filière de suivi au long cours. Par ailleurs, on n'a pas d'accès à Besançon au traitement percutané. Ce n'était pas forcément la meilleure indication, on va en reparler. D'une façon générale, en France, il n'y a pas beaucoup de centres qui font les gestes percutanés. Et le traitement chirurgical nous paraissait quand même, a priori, un peu excessif. Par ailleurs, l'albendazole, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de données, et donc on n'était absolument pas certain que le passage en C4 se maintiendrait à l'arrêt de l'albendazole. Et finalement, on a décidé de simplement l'observer avec un suivi échographique annuel. Et là, on a un recul de 3 ans. Ça ne bouge absolument pas, ni en taille, ni en aspect. Et donc, je vais laisser maintenant la parole au professeur Mustapha Benazouz, qui va développer les deux autres possibilités de traitement.